choses ont été dites sur Ampère et je ne vais pas les répéter, je vais plutôt parler de mes impressions personnelles après la visite de ce musée, de cette maison, et à ceux qui n'ont pas visité encore, je leur recommande fortement cette visite parce que c'est vraiment remarquable. C'est émouvant et c'est extrêmement intéressant de voir l'endroit où Ampère a passé ses jeunes années, où il s'est formé en autodidacte largement. On voit par exemple l'encyclopédie d'Alembert et de Diderot, dans laquelle il a puisé ses premières connaissances, et on sent de cette façon, si j'ose dire, viscérale, le lien qu'il y a entre le siècle des Lumières et le siècle de la civilisation industrielle. En fait, Ampère a fait le pont entre les idées des Lumières et les découvertes scientifiques quantitatives qui ont conduit à la révolution industrielle. Et on le sent vraiment ici, et l'exposition des différentes parties du musée, où on part des premiers montages expérimentaux extrêmement simples d'Ampère et de Faraday, et les machines, des premières machines de l'industrie électrique, les alternateurs, les moteurs, et on voit ce développement et c'est extrêmement intéressant. Ça se passe dans un musée. Ça m'a rappelé d'ailleurs, et j'en parlerai par la suite également, un musée équivalent que l'on trouve à Londres, à la Royal Institution, où il y a un musée Faraday. Et ce musée Faraday également présente les choses de la même façon. Il y a d'ailleurs une relation avec Ampère. La correspondance entre Ampère et Faraday est présentée dans ce musée à Londres. Et on pourrait penser que dans le cas de Faraday c'est différent puisque c'est dans une institution alors qu'ici c'est une maison privée. Mais en fait c'est un petit peu la même chose parce que la Royal Institution était la maison de Faraday. Il a passé toute sa vie là-bas. Il a présidé cette institution pendant 30 ou 40 ans et donc il a vécu là-bas un peu comme chez lui. Et donc il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire entre ces deux musées. On m'a rappelé la vie d'Ampère et sa contribution. Je voudrais insister sur le fait qu'il s'est trouvé en fait, qu'il avait comme collègue et comme ami et personnes avec qui il travaillait, un très grand nombre de savants qui ont vécu à la même époque. Ampère a côtoyé à l'école polytechnique où il a enseigné dans les années 1800, puis à l'Académie des sciences à Paris et à Lyon, puis au Collège de France à partir de 1824. Tous les grands physiciens et mathématiciens de l'époque, il y a eu Coulomb, Laplace, Lagrange et Monge, qui étaient plus âgés que lui, mais qui l'ont formé, mais aussi Arago, Fresnel, Malus, Biot et Savart. Cette école française qui a fleuri, a été vraiment une époque d'extrême fertilité de la science française. Elle a été en compétition intense scientifique avec celle qui, en Angleterre, était représentée par Young, par Faraday et par Davy. Et c'est fascinant de voir les parallèles entre ces deux écoles. L'école française, l'école anglaise était plus empirique, plus basée sur l'observation qualitative des phénomènes, alors que l'école française, je pense en particulier à Ampère et Fresnel, était beaucoup plus formée sur le plan mathématique et a conceptualisé de façon mathématique ces idées, et ça se voit très bien dans la correspondance, dans les échanges entre ces différents scientifiques. Pendant longtemps, je pensais que Faraday et Ampère n'avaient pas été en contact direct, et j'avais oublié qu'en fait, son maître, le maître de Faraday, Davy, avait pris Faraday comme assistant pendant un voyage qu'il avait effectué en Europe au début du XIXe siècle, et à cette occasion, donc, Faraday et Ampère ont dû se rencontrer. Faraday n'était pas connu encore, Faraday était simplement l'assistant de Davy, et cette visite a eu lieu en pleine guerre napoléonienne, et donc c'était remarquable que les écoles françaises et anglaises ont continué à collaborer, à coopérer, à échanger, même à une époque où la situation était très tendue entre les deux pays. C'est quelque chose qui s'est produit au moment des guerres napoléoniennes, mais qui ne s'est pas produit, par exemple, 100 ans plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, où les écoles allemandes et européennes ont été complètement séparées par la guerre. Donc c'est ce que je voulais signaler. Je voulais également dire que on apprend beaucoup de choses dans la correspondance entre Faraday et Ampère. Ils se sont écrits très longuement. On peut trouver sur l'Internet, dans les archives de l'Académie des sciences, la transcription d'une 50aine de lettres entre les deux.
Faraday, Ampère écrivait en français, Faraday répondait en anglais, et donc il y avait le truchement d'un traducteur, parce qu'aucun des deux ne parlait la langue de l'autre. Et ce qui est remarquable dans cette correspondance, c'est d'abord l'exquise politesse, les formules de politesse au début et à la fin, le fait qu'ils avaient une grande considération l'un pour l'autre, une grande admiration l'un pour l'autre, mais également le fait qu'il y avait une intense compétition également. Et entre les lignes, dans les phrases, on peut lire le fait que chacun se prévalait de ce qu'il avait fait et était très sensible à la reconnaissance par l'autre de sa propre contribution. En particulier en 1834, Ampère écrit à Faraday pour lui dire qu'il avait fait des expériences au début des années 1820-1822 où il avait déjà en fait reconnu le phénomène de l'induction. Et on le voit très bien, c'est écrit dans ce musée. Et il reconnaît effectivement qu'il aurait dû découvrir l'induction, mais qu'il n'avait pas poursuivi les recherches suffisamment et qu'il n'avait pas en particulier, ne s'était pas rendu compte que le phénomène d'induction s'opposait à la cause qui le provoquait, ce que Faraday, lui, était arrivé à mettre en évidence. Et donc, mais il reproche un petit peu à Faraday de ne pas avoir cité son travail lorsque 10 ans plus tard, Faraday a publié le fameux papier sur l'induction électromagnétique. Et Faraday répond très poliment en disant qu'il est désolé d'avoir fâché Ampère et qu'il allait le citer de façon plus précise par la suite. Et on reconnaît là des choses qui sont permanentes dans la vie scientifique. Le fait d'abord que, par-delà les frontières, les scientifiques travaillent avec la même curiosité, la même envie de comprendre le monde, et c'était le cas de Faraday et d'Ampère, mais qu'également ils sont très sensibles à la reconnaissance de leurs résultats et s'attachent beaucoup à ce que cette primauté dans la recherche soit reconnue. Ce qui est également remarquable et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment ils voyaient l'électricité à ce moment-là. Et c'est de façon très différente de celle d'aujourd'hui. On sent tout ce qui s'est passé depuis. Des choses que les étudiants, en principe, maintenant savent parfaitement, étaient à l'époque encore un peu dans le flou, qui n'était pas encore parfaitement clarifié. Et c'est très émouvant de lire dans cette correspondance de la part de personnes aussi intelligentes et aussi perspicaces le fait qu'elles étaient en train de chercher, d'établir la vérité avec des tâtonnements. C'est absolument remarquable. Il y a aussi dans ces lettres d'autres rapprochements qui peuvent être faits entre hier et aujourd'hui. Dans une lettre écrite à Faraday en 1831, Ampère regrette, dit à Faraday, bon, ça fait longtemps que je ne vous ai pas écrit, mais dans les dernières années, dans les derniers mois, il ne s'est pas passé grand-chose en France au point de vue de la recherche. Il regrette que les dernières années n'ont pas été très propices à la science et il dit « Les passions politiques semblent faire oublier qu'il y a toujours à découvrir dans les sciences ». C'est également quelque chose qu'on pourrait rattacher à l'époque actuelle, qui faisait sans doute allusion au remous de la révolution, des Trois Glorieuses de la Révolution de 1830. C'était aussi l'époque de la grande épidémie de choléra qui a tué beaucoup de scientifiques et de politiciens, de personnel politique de cette époque-là. Ça correspond également à une époque où Ampère a été gravement malade pendant plusieurs années. Il écrit d'ailleurs à Faraday qu'il a dû interrompre ses travaux pendant 3 ans. Donc c'est également émouvant lorsqu'on visite ce musée de se rendre compte que pour Ampère, les épreuves dans la vie ont été particulièrement dures. Et en particulier, on voit le facsimilé d'une lettre que le père d'Ampère avait écrit à sa femme la veille de son exécution au moment de la terreur en 1793. Il y a eu également la mort prématurée de sa première femme et ses propres ennuis de santé. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes ces épreuves ne l'ont pas empêché d'accomplir une œuvre immense. Alors la contribution essentielle, évidemment, moi je connais surtout Ampère comme physicien, un peu comme chimiste, et effectivement on rappelle dans cette exposition le rôle qu'il a joué dans la découverte des halogènes dans sa collaboration avec Davy, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je le connaissais moins comme philosophe. Je dois dire que personne n'est parfait, puisque je pense que sa contribution à la science et à la physique et à la chimie a été bien supérieure à sa contribution à la philosophie. En particulier, sa classification des sciences date un petit peu. On pense à Auguste Comte et on pense ce travail est intéressant, mais ce n'est pas ça qui constitue vraiment l'héritage d'Ampère. Son héritage, c'est essentiellement en physique la découverte des lois d'interaction entre des courants, la découverte de la fameuse équation
qui indique que la circulation du champ magnétique sur une boucle est égale au flux du courant à travers cette boucle, qui a conduit à l'une des équations d'Ampère, l'une des équations de Maxwell, je veux dire, et il y a également une imperfection dans cette équation, puisque Maxwell a dû la compléter pour arriver aux équations de l'électromagnétisme, mais tout cela est une manifestation de ce qui se passe en général en science. Elle progresse, les choses se découvrent peu à peu, la vérité apparaît. Ampère a été un des chaînons de cette opération, et en ce sens, je dois dire que sa contribution est encore plus importante et plus fondamentale que simplement l'électricité, parce que l'équation d'Ampère complétée par Maxwell a conduit à l'électromagnétisme et à l'unification entre l'électricité, le magnétisme et l'optique et la lumière, et donc il a été un des chaînons essentiels à cette construction qui a commencé il y a très longtemps et qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours, jusqu'à la physique quantique. La physique quantique, évidemment, Ampère ne pouvait pas en avoir une compréhension profonde puisqu'on ne connaissait pas, on ne connaissait même pas l'électron, mais il a vu, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il a eu l'intuition que les courants électriques devaient exister dans la matière et que ça expliquait fondamentalement le magnétisme. Et ça, c'est quelque chose qui est resté jusqu'à nos jours. Donc tout ça est extrêmement intéressant et important, et c'est absolument essentiel dans la vie d'Ampère. On a également rappelé que Ampère a donné son nom à l'unité de courant électrique, et la définition, pendant très longtemps, la définition du courant, l'unité de courant était basée sur une expérience d'Ampère qui est reproduite ici, qui est la force d'attraction entre deux fils parallèles parcourus par un courant. Cette définition a été détrônée il y a 2 ans par un grand congrès de métrologie qui s'est tenu à Paris, je crois, qui a redéfini l'Ampère. L'Ampère est maintenant défini comme un courant correspondant à un certain nombre de charges d'électrons passant en une seconde, la seconde étant définie à partir de la seconde de l'horloge atomique. Donc, les définitions de l'Ampère ont changé, elles sont devenues plus fondamentales, mais ça n'enlève rien à la célébrité, à l'importance d'Ampère dans toute cette histoire. Donc je suis extrêmement heureux et fier d'avoir été choisi pour aider, si j'ai bien compris, à dévoiler cette plaque en l'honneur d'Ampère et je crois en l'honneur de la physique en général, l'importance de la physique dans notre vie, et j'espère que de plus en plus de gens en seront conscients et que les gens qui viendront, en particulier les écoliers qui viendront visiter, les étudiants qui viendront visiter dans les années à venir ce musée, seront sensibles, seront imprégnés par l'importance et l'esprit scientifique dont on a besoin pour résoudre les problèmes qui se posent à nous. On a parlé de certains de ces problèmes, et c'est parfaitement clair qu'on aura besoin de scientifiques de plus en plus, on aura besoin de spécialistes en électricité, pas seulement en électricité, et Ampère a ouvert la voie dans cette direction.